Bonjour à toutes et à tous et merci donc de nous rejoindre cet après-midi à la Mliss dans le cadre du festival Itinérance Tzigane. Donc on remercie chaleureusement la Mliss de nous accueillir, d'accueillir l'exposition sur Matteo Maximov dont on va un petit peu parler aussi. Et de pouvoir vous présenter cette petite conférence, ce petit temps sur les persécutions faites donc aux Tziganes, aux nomades dans le cas français pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc je suis ravi d'accueillir Sacha Zanko ici présent. Sacha donc qui nous vient de Toulon, qui est membre de l'ANGVC, donc de l'Association nationale des gens du voyage citoyen, fondateur de l'association Tchatchipen en 1989 à Toulon, mais également dinandier, tameur, conteur, remarquable conteur, et fervent et quelqu'un qui ne cesse de promouvoir sa culture, donc la culture rome, et qui est également un militant mémoriel. Et c'est aussi pour ça qu'il est là aujourd'hui. Et donc tout à l'heure, il pourra vous parler plus précisément des projets qu'il a en ce moment. Et on est très content d'accueillir également Monique Edbeau, historienne, professeure des écoles et chargée de l'enseignement de l'allemand dans la circonscription de Douai, dans le Nord. C'est fini, mais tu étais chargée de... J'étais. Voilà. Et donc c'est historienne, spécialiste du Troisième Reich, des persécutions faites aux Juifs, et donc ce qui nous intéresse plus aujourd'hui également aux Tziganes, qui a écrit un ouvrage très très important en 2018, dont on va beaucoup parler, qui s'intitule Des Tziganes vers Auschwitz, le convoi Z du 15 janvier 1944. Et donc je laisserai ensuite Monique vous expliquer quel était ce convoi Z et pourquoi on va en parler aujourd'hui. Et donc voilà, donc on va en effet parler des persécutions. Je vais donner la parole à nos invités. Et juste, moi je me présente rapidement, je suis Lenny Mauduit, je travaille à la médiathèque Matteo Maximov, qui est une médiathèque associative qui est gérée par la FNASAT, qui est une fédération d'associations qui travaillent auprès des gens du voyage. Et donc la médiathèque Matteo Maximov, c'est un centre de ressources spécialisées dans la culture et les mondes tziganes et les mondes romani, et donc c'est la seule bibliothèque spécialisée de ce genre en France. Et dans ce cadre-là, on présente l'exposition dédiée à Matteo Maximov, dont on parlera également, et on a présenté hier avec Nouka Maximov, donc la fille de Matteo, cette exposition à des scolaires, et elle restera visible à la Mliss pendant quelques temps, jusqu'au 18 octobre il me semble. Voilà. Et il y aura de tout à l'heure à 17h un petit vernissage de l'exposition. Alors donc je vais laisser la parole assez rapidement à Monique Edbeau pour évoquer ces persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale, en proposant peut-être dans un premier temps de voir un petit peu le cadre européen de ces persécutions, pour ensuite aborder l'histoire plus particulière de l'internement en France. Bien, bonjour. Alors, effectivement, on peut aborder le génocide et les persécutions à l'encontre des Tziganes sous l'angle européen, parce que ça concernait toute l'Europe. Ça concernait la période où le Reich, Hitler, était au pouvoir, mais pas seulement, ça n'a pas été un grand coup de tonnerre dans un ciel bleu. Alors, simplement, en Europe, les persécutions se sont largement développées avec l'installation au pouvoir du parti nazi, le NSDAP, et surtout, quand il y a eu l'invasion de la Pologne. Alors, il y a une invasion militaire à l'Est, en 1941, et à l'arrière de ces soldats de la Wehrmacht qui avançaient, il y avait les Einsatzgruppen 4 qui avançaient et qui nettoyaient le terrain derrière eux. Alors, ils nettoyaient, ça veut dire que tous les opposants, les partisans, les juifs et les tziganes également étaient fusillés. C'est ce qu'on appelle la Shoah par balle. Bon, maintenant, on dira plutôt les fusillades massives, mais la Shoah par balle concerne les juifs et
les tziganes. Et ça, on en parle assez peu. Ceux qui ont survécu, après, ont été envoyés dans des ghettos. Il y a le ghetto de Lodz, où il y avait beaucoup de juifs, mais il y avait un quartier de tziganes aussi, dans le ghetto de Lodz. Donc, vous voyez, tout ça, ça vous montre, je suppose que vous n'êtes pas tous au fait de ce qui s'est passé, tout simplement parce qu'il y a des secteurs de la recherche qui sont très récents. Ça veut dire que les historiens français, européens ont commencé à travailler sur le sujet, on va dire, plutôt dans les années 90. Et ce qui s'est passé à l'Est, ce sont des sujets de recherche qui sont apparus très récemment. Alors j'en parle vraiment d'autant plus volontiers qu'il y a un personnage qui est passé à travers les trous de la raquette. C'est le dénommé Arthur Nebet. Ça vous parle, Arthur Nebet? Ah ben je comprends. Arthur Nebet, il était responsable d'un des 4 Einsatzgruppen et il était chef de la police criminelle, de la Kripo. Et lui, il est passé vraiment à travers les gouttes de l'épuration parce qu'il a participé à un complot contre Hitler en 1944, complot qui n'a pas marché. Il a été identifié, il a été pendu à un croc de boucher. Et c'est comme ça que, bon, on hésite à dire que c'est un résistant, parce que c'est un opportuniste, mais c'était d'abord le responsable de la police criminelle et un responsable d'Interpol en Allemagne. Donc la répression par le Reich a commencé à l'Est avec la Shoah par balle. Et ça, on en parle très peu. Alors maintenant, en Europe, il y a tout un groupe, enfin les Allemands mutualisent beaucoup, fédèrent beaucoup toutes les recherches. Il y a une encyclopédie en ligne depuis quelque temps et c'est la Fondation Rome Archive qui vraiment fait beaucoup pour que des secteurs nouveaux de recherche apparaissent et qu'il y ait des chercheurs. Alors il y a des chercheurs aussi en Allemagne qui sont à la fois allemands et russophones, pour pouvoir travailler ce qui s'est passé à l'Est. Donc ça, c'est l'aspect Est, parce que quand on parle du génocide des Tziganes, il faut le voir sous l'angle territorial. Alors, dans le Reich, il y a un empilement de mesures à partir de 1933, jusque l'année 1942, avec ce qu'on appelle le décret d'Auschwitz, où là, ils sont envoyés à Birkenau, mais avant même 1933, il y avait des repérages. Il y avait le Zigeunerbuch, le livre des tziganes, où les familles tziganes étaient répertoriées, où ça a été très facile après d'établir leurs arbres généalogiques. Alors, ils étaient repérés en tant que tziganes, alors pas pour des raisons anthropologiques, culturelles, c'est parce qu'on estimait qu'ils étaient tziganes et délinquants et asociaux. Et c'était très facile de passer d'une catégorie à une autre. Donc, les renseignements qui avaient été collectés avant 1933 sont passés très, très facilement à la Kripo, Kriminalpolizei, et ils ont été repérés, ils ont pu être arrêtés. Donc ça, à partir de 1942, c'est la grande déportation à Birkenau, où il y a un camp de tziganes qui est créé spécialement pour eux. Donc là, on est en 1942. Alors maintenant, je vais passer à l'Ouest. Alors, sachant quand même qu'il y a une particularité en France, c'est que la France est répartie en zones. Il y a la zone annexée à l'Allemagne, donc là sont les lois du Reich, pas de problème. Zone occupée, zone non occupée, où il y a de l'assignation en résidence, il y a des camps d'internement. Et moi, la zone sur laquelle j'ai commencé à travailler, c'est la zone rattachée à Bruxelles, qui a été l'objet donc du livre sur le convoi Z. Et là, il n'y a pas de camp d'internement, il y a une assignation en résidence très, très souple. Et puis, il ne se passe rien. Sauf qu'à partir du texte de mars 1943, et surtout octobre 1943, là, il y a des rafles, et les gens du Nord, du Pas-de-Calais et de Belgique, sont envoyés à Birkenau dans ce qui est un véritable mouroir. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand on parle du génocide des Tziganes, il faut toujours se demander à quel endroit et à quelle époque. Et c'est bien justement la difficulté
pour saisir et bien cerner ce qui concerne les persécutions à l'encontre des tziganes. Juste parce que alors, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait sur l'internement, sur ce qui s'est passé pour les nomades pendant la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être, si tu veux bien, Monique, faire un petit point peut-être sur la loi de 1912, sur l'assignation résidence, les décrets lois, etc. Voilà. Ouais. Donc, là, je vous ai parlé des arrestations, persécutions, génocides, puisqu'ils aboutissent dans le camp de Birkenau. En France, c'est assez particulier. Il y a eu d'abord les mesures qui ont été prises parce que c'était la guerre. Et les mesures de blocage, de limitation de la circulation ont été prises et qui ont été rendues possibles parce qu'il y avait la loi de 1912 et qui visait ceux qui étaient porteurs de carnets anthropométriques. Alors, les porteurs de carnets anthropométriques, c'était ceux qui avaient des professions ambulantes. Parce que dans la République, on ne peut pas bloquer des gens ou étiqueter des gens sur des critères ethniques. Liberté, égalité, fraternité, ça ne se fait pas. Bien. Donc là, on bloque les gens, on les identifie, on les catégorise selon un critère, selon un mode de vie. Et c'est la loi donc de 1912. Alors, il y a dans les ambulants, il y en a qui ont protesté en disant « Nous, on est forains, mais on n'est pas comme chez ces gens-là ». Donc, il y a eu un carnet particulier pour les forains, etc., pour ceux qui étaient directeurs de théâtre. Et il restait une catégorie, alors, qui ne dit pas son nom vraiment dans la loi, parce que la loi se veut républicaine, hein, cette loi de 1912. Et c'est dans le bulletin des communes, on dit « Ah, alors, on les appelle Singari, on les appelle les Calais ». Calderache, etc. Donc là, on voit bien qu'il y a des critères ethniques, mais on ne peut pas les écrire dans la loi. Et c'est là où on va enfermer des gens en France, des familles entières, dans une catégorie spécifique. Donc ils ont un carnet anthropométrique collectif. Alors, une fois que vous avez cette étiquette-là sur le dos, tiens, je vous montre mes doigts. 10 empreintes digitales, la photo de face, de profil, et la façon dont la loi de 1912 a été conçue, elle a été conçue de la même façon pour les délinquants récidivistes, parce que les Français, en 1912, n'avaient pas de carte d'identité. Et au contraire, les Français voyaient d'un très mauvais œil d'avoir une carte d'identité. On était encore dans l'époque de la parole donnée, mais si on connaît le voisin, etc., c'est le fils de trucmuche, de machin, qui vient de tel endroit, il y avait le permis de chasse, il y avait l'état civil, etc., ou certificat de baptême. Mais le problème, c'est que fin 19e, on était dans la révolution industrielle, dans une société en pleine mutation. Donc la police sentait le besoin d'étiqueter les gens, de les catégoriser pour les identifier. Mais alors, pour identifier les Français et faire admettre l'idée de la carte d'identité, on a commencé par qui? Les délinquants et les tziganes. Donc j'appelle tziganes, on en a beaucoup discuté au sens générique, mais c'est tombé sur eux. Donc c'était un peu un échantillon test, malheureusement. Mais le problème, c'est que une fois que les tziganes avaient, ceux qui exerçaient une profession ambulante, une fois qu'il y avait ce carnet collectif, les enfants portaient ce carnet collectif de façon transgénérationnelle aussi. Pour s'en débarrasser, c'était pas facile. Et on trouve beaucoup dans les archives des gens qui écrivent « Mais moi, je suis sédentarisé, je ne bouge plus, j'ai un métier, mon mari a un métier, je ne veux plus de carnet anthropométrique. » Ah non, vous l'avez eu, vous l'avez. Et là, je vais simplement vous donner une anecdote. Je rendais visite un jour à une famille dans la Nièvre. On était dans les années 2010. Alors, c'était plus le carnet anthropométrique collectif, c'était le carnet de circulation depuis 69, qui est une variante.
Donc c'était une famille qui vivait en caravane avec un petit jardinet devant, des géraniums, etc. Et puis la dame qui me dit, bah oui, ben les gendarmes viennent régulièrement voir si on n'a pas bougé. Elle me dit, mais on ne va pas bouger. Mais vous voyez, même dans les années 2010, les gens étaient encore contrôlés régulièrement par la police au nom de cette transmission d'un carnet anthropométrique de 1912 qui a été revisité, mais à peine, avec la loi de 1969, pas 1945, 1969. Et là, maintenant, bon, il y a encore des variantes. Alors, j'en reviens quand même un petit peu à 1912 et puis à ce qui s'est passé en 1939. Donc, déclaration de guerre. Là, on va repérer les gens dans la zone occupée, zone non occupée, parce que on les contrôle s'ils circulent, parce que là, tout le monde est contrôlé, on va dire. S'ils sont sous un pont, ils n'ont pas le droit d'y être. C'est un ouvrage militaire, un ouvrage d'art, un ouvrage militaire. Donc les mesures sont prises parce que c'est la guerre. Sauf que le 4 octobre, il y a l'invasion, le 10 mai 1940. Les Belges, les gens du Nord et d'autres fuient et se replient en France. Et le problème, c'est que ceux qui se replient en France et tous les réfugiés de l'Exode, alors eux ne peuvent pas rentrer chez eux. Et on leur dit, ah ben maintenant, vous intégrez les camps d'internement français. Alors c'est un statut bizarre. Les camps d'internement en France, il y en a... on en discutait il n'y a pas longtemps, une trentaine, peut-être une quarantaine. La définition du camp, elle est un petit peu floue. Ce serait 6500 personnes. Mais les Allemands qui ont occupé la zone occupée, le 4 octobre 1940, disent « on va créer des camps pour les nomades ». Ah, des camps d'internement. Mais les Allemands disent aux Français, mais c'est vous qui allez gérer les camps d'internement. Donc toute la logistique, les finances, les gardiens. Donc ce sont les Français qui vont gérer les camps. Alors, et il y a des relations entre les Allemands et les préfets de police, préfets de police qui gèrent. Donc là, c'est pour les ambulants qui sont bloqués et ceux qui ne sont pas dans ces camps d'internement, eux, sont assignés à résidence. Et l'assignation à résidence, ça, c'est un décret qui est pris avant même l'invasion allemande, concernant spécifiquement les porteurs de carnets anthropométriques. Alors, assignés à résidence, ça veut dire qu'ils sont bloqués dans un canton, ils n'ont pas le droit d'en sortir. Pas le droit de circuler. Ça veut dire que si, là je donne un exemple, s'ils sont vanniers, ils ont besoin d'osier. Et s'ils oseraient, et dans le canton d'à côté, ben, ils ne peuvent pas aller dans le canton d'à côté chercher de l'osier. Donc ils doivent continuer de fabriquer des papiers avec l'osier qui est dans le coin. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, etc. En plus, quand ils ont fait toutes les communes du canton, on leur dit, ben non, des paniers, on en a déjà suffisamment, puis on n'a plus d'argent. Donc, ils sont condamnés à être quelque part des voleurs de poules. Et c'est ça le problème. Et à vivre enfin, ça c'est du Nord, en rapénant. On dit ça chez vous ? Vivre de rapine. Nous, c'est des rapéneux, comme on dit, voilà. Donc, vous voyez, toute la difficulté aussi pour la situation de ceux qui ont le carnet anthropométrique, parce que donc il y a le décret de 40 qui les bloque, qui les assigne à résidence, et très rapidement après, là, en octobre 40, c'est la création des camps d'internement, et après, il va y avoir les déportations. Voilà, donc j'ai essayé de vous brosser le paysage en quelques dates et puis quelques régions précises, mais il y a beaucoup à dire parce que quand on est forain, on peut également très très vite basculer dans la catégorie nomade et on peut très vite être interné, et si on est interné, on peut très bien après être déporté en Allemagne. Et sur les camps d'internement, il faut savoir que le dernier camp d'internement, il ferme le 1er juin 1946, camp des Alliés à côté d'Angoulême, donc soit 2 ans quand même après la libération.
Tout simplement parce que les nomades, porteurs de carnet anthropométrique, ont été arrêtés ou assignés à résidence en fonction de lois françaises du décret de 1940. Donc ce n'est pas le 8 mai 45 qui signifie pour eux la fin de l'internement, mais il faut que ce soit la fin officielle du conflit. D'où l'effet retard pour leur libération. Ce n'est pas le 8 mai 45 la libération pour eux. Et aussi, donc, pour compléter un petit peu, il y a la question de la spoliation aussi des biens des personnes, parce que au moment où les gens sont arrêtés puis internés, voilà, il y a je sais pas, par exemple des gens qui ont des cirques ambulants, des cinémas ambulants. Raymond Guereil, il en parlait beaucoup, notamment. Et en fait, les familles, elles perdent absolument tout. Et au sortir de la guerre, elles se retrouvent dans la misère dans une misère noire. Et la question des spoliations et des réparations, elle est encore actuelle aujourd'hui. Il y avait Henriette Théodore qui avait essayé un recours qui avait été refusé sur la question de la réparation. Je sais pas si tu peux un petit peu... Alors, effectivement, la question de la spoliation se pose et continue de se poser. Quand les familles sont d'abord quittent les lieux où ils sont, ils abandonnent par moment tout sur place, au moment de l'exode, au moment de l'évacuation. Quand ils sont assignés à résidence, ils prennent ce qu'ils peuvent, mais surtout quand ils sont internés dans des camps, ils viennent avec là aussi ce qu'ils peuvent. Alors on les voit toujours comme des gens de peu, mais quand on connaît un petit peu les métiers, ils ont du matériel, ils ont des appareils cinématographiques, ils animaient la vie dans les villages, ils ont des roulottes, ils ont du matériel, et ils ont des voitures, des camions, etc. Et puis, ils ne placent pas leur argent à la banque. Donc, leur richesse, c'est aussi sous forme de bijoux, sous forme d'or, qu'ils ont sur eux. À garder sur soi ces richesses, c'est une garantie de ne pas être volé non plus. Et là, et c'est pour ça que cette question reste toujours d'actualité, parce que quand on regarde les archives, moi je trouve dans les archives, ceux qui ont été arrêtés laissent sur place les roulottes, les voitures et les chevaux. Alors les chevaux en temps de guerre, c'est pain béni. Donc moi je trouve, alors Hénin Liétard, plus connu sous le nom d'Hénin Beaumont, je fais une petite pique contre la mairie d'Hénin Beaumont, je peux. Je leur ai signalé qu'il y avait des archives sur ce qui s'était passé à Hénin Liétard à l'époque, ils ont changé de nom. Ils ne m'ont pas répondu et puis ils ne m'ont pas demandé de faire de conférence chez eux. Bien, j'arrête la parenthèse. Mais en tout cas, à Hénin Liétard, les familles ont tout laissé sur place et les chevaux ont été emmenés à l'abattoir. Qui a encaissé l'argent? Voilà. Quand en Belgique, à Tournai, ils ont été arrêtés, les chevaux ont été pris et puis mis en vente aux enchères. Alors c'est le marchand de charbon du coin, sont les fermiers, etc., qui ont profité de l'aubaine. C'était vraiment un effet d'aubaine. Et quand c'était laissé sur place, les gens se servaient. Alors autre chose aussi, les Belges qui sont arrivés, qui ont fui, et alors ils étaient d'abord au camp de Mulsanne, après ils étaient au camp de Montreuil-Bellay, et quand ils arrivent, ils doivent vider leurs poches. Et il y a des registres où on dit ils ont autant d'argent, autant de bijoux, etc., autant de monnaies sonnantes et trébuchantes. Donc, dans les camps, il y a des registres où il est dit ils possèdent autant. Et c'est comme ça qu'on sait que, contrairement à l'idée, ce sont des gens de peu. Non, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des revenus, qui ont des ressources. Alors, à Montreuil-Bellay, donc on le sait. Les gens de Montreuil-Bellay, après, on les retrouve en Belgique, à la caserne d'Aussin. C'est au nord de Bruxelles, avant d'être déportés. Donc là aussi, on leur fait encore les poches. Combien vous avez, etc. Alors, en plus, il y a une double comptabilité, on va dire. Il y a la comptabilité par la Deutsche Bank, qui vient régulièrement. Alors, c'est un camp où il y a aussi des Juifs qui sont là en attente d'être déportés. Donc, la Deutsche Bank fait les poches des Juifs qui arrivent, mais également pour les Tziganes qui sont là.
Et à l'intérieur même du service économe de Dossin, il y a du détournement d'argent. Alors, donc, vous voyez, dans tous les camps, alors ça, c'était obligatoire de dire les gens qui entraient dans le camp, de combien de ressources ils disposaient. Donc, on le sait. Alors, le problème aussi, c'est qui dit spoliation, dit preuve. Et c'est là où on bute sur ce problème. C'est du commerce un peu, je ne vais pas dire de la main à la main, je ne sais pas comment on peut dire, mais ce n'est pas avec une facture à la clé. Donc c'est là aussi, c'est difficile. Mais en tout cas, la spoliation des nomades, en tout cas même dans le principe, a du mal à se faire reconnaître et à se faire entendre. Mais il y a eu spoliation, et on sait que si un historien qui décide de faire un travail, un master ou une thèse là-dessus, il trouvera des éléments, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que le Conseil d'État, Henriette Théodore, avait reconnu les spoliations, mais refusé la demande de réparation. Voilà, c'est pour. On a évoqué donc cette quarantaine de camps d'internement sur le territoire français. Alors, il faut rappeler, donc on mourait dans ces camps d'internement de faim, de froid, de maladie. Et donc ça, c'est quand même, voilà, il faut le noter. Et là, je reviens un peu plus sur ton travail, sur ton ouvrage aussi, dont j'ai évoqué donc le titre, Le Convoi Z du 15 janvier 1944. Et il y a eu alors quelques déportations. Donc tu as beaucoup travaillé là-dessus. Et d'ailleurs, ton prochain ouvrage sera aussi consacré à ces déportations. Est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ces déportations et de ce fameux Convoi Z ? Alors, Convoi Z, Z pour Zigeuner, Tziganes en allemand, parce que les Allemands, il y avait des nuances quand même, hein. Il y avait les Sinti, les Lalleries, etc. Ils ont fait beaucoup d'études généalogiques. C'est le fameux docteur Ritter et son assistante Eva Justin qui mesuraient les crânes, etc. Mais il y avait un terme générique, c'était Zigeuner. Bien. Donc les Allemands ont d'abord... Alors, je ne vais pas dire qu'ils ne se sont pas intéressés aux Tziganes, aux Zigeuner, parce qu'il y a un empilement de mesures, c'est ce que je vous disais avant même 1933. L'empilement de mesures a continué après, mais ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était la question juive. Hitler, dans Mein Kampf, ne dit pas un mot sur les Tziganes. Hitler ne s'est jamais exprimé en public sur ou contre les Tziganes, 2 fois à titre privé. Bien, voilà. Donc, la question de Tziganes n'était pas du tout prioritaire. Bon, mais à un moment, on va dire l'été 42, donc c'est l'été de tous les dangers pour les Juifs qui vivaient en France. Là, il y a des arrestations massives, et là, les Allemands trouvent que finalement, c'est pas trop mal engagé, quoi. La question juive est en passe d'être résolue. On va commencer à s'occuper de la question de Tziganes. Bon, sauf que, entre eux, ils ne sont pas d'accord. Ils ont identifié, d'après leurs arbres généalogiques, 10% de Tziganes purs. Bon, il y avait une race fantasmée, le Tzigane. Bien. Qui venait du nord-ouest de l'Inde, etc., qui restait pur. Qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait une réserve d'Indiens, on les garde. Les autres dans le Reich, c'est surtout Himmler. On parle surtout d'Hitler pour le Troisième Reich, mais je suis désolée. Pour les Tziganes, le personnage qui compte, c'est Himmler et celui dont j'ai parlé, Arthur Nebe, chef de la Kripo. Le chef de la Kripo disait, oui, les Tziganes, ils sont peut-être Tziganes, mais ils sont asociaux, ils sont délinquants, et la délinquance, c'est génétique. Je caricature, mais c'est à peine ça. Et donc, au niveau du Reich, ils ont estimé que, si on en gardait 10%, il fallait faire quelque chose des 90 autres pourcents qui étaient métissés, qui avaient donc perverti la race aryenne. Bien. Donc, il faut préciser que venant du nord de l'Inde et tout ça, ils étaient considérés comme des vrais Aryens. Voilà, la race aryenne pure. Oui. Bien. Qui correspond... Aryen, ça veut dire perse. Oui. Mais en même temps, les canons de la race
La vraie race. Pour l'allemand, c'était le viking, blonds yeux bleus et plein de muscles. Voilà. Donc ça ne correspondait pas. Donc il voulait garder les 10%, mais en posant le problème des 10%, il posait le problème des 90 autres pourcents. Bon, alors au niveau du Reich, Himmler, Nebe et Bormann, etc., ils n'étaient pas d'accord entre eux. Bon. Himmler, à un moment, a dit on va régler la question de Tsigane après la guerre. Bon, à condition de la gagner, bien sûr. Et puis, à un moment, bon, il y en a, j'ai envie de dire, qui ont un peu tapé du poing sur la table en disant bon, allez, on les prend, on les interne, on va créer une section spéciale à Birkenau, le camp de Tsigane. Voilà. À partir de tout à fait début 1943. Et donc, on les arrête. Alors, quand la Kripo arrêtait les Tziganes en Allemagne, il ne leur demandait pas s'ils étaient purs à 100% ou à 90%, ils arrêtaient massivement. Donc, c'est comme ça que les Tziganes en Allemagne, qui avaient perverti la race aryenne, et les autres, se retrouvaient à Birkenau. Alors, moi, j'ai donc travaillé sur le convoi Z, parce que les lois, ces fameuses lois du Reich, donc c'est le décret d'Auschwitz du 16 décembre 1942, vont s'exercer de plein pouvoir dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Belgique. Nous étions rattachés à Bruxelles et directement à Berlin. Donc il n'était pas question de zone non occupée, il n'était pas question du maréchal Pétain, bon, qui n'a rien dit d'abord de toute façon quand il y a eu la décision d'interner, mais donc c'était les Allemands qui décidaient, et c'est comme ça que le Nord-Pas-de-Calais est l'exception française avec une déportation raciale ciblée vers Auschwitz-Birkenau. Alors il y a une liste de 351 personnes qui a été dressée à la caserne d'Aussin, à Malines, au nord de Bruxelles. Femmes, enfants, malades, vieillards. Et ils ont été déportés par le convoi du 15 janvier 1944, qu'on appelle le convoi Z. Donc, alors, en fait, il y en a 2 qui ont été oubliés au départ. Ça en fait 353, plus un autre. En fait, grosso modo, il y en a 364 qui aboutissent à Birkenau. Sur les 364, il y en a 69 qui survivent. Ça veut dire qu'en 6 mois de temps, vous voyez un petit peu le décompte, il va en rester 68 sur 364. Mais dans le décret d'Auschwitz, il est dit qu'on les met dans un camp de concentration pour une action. C'est quoi cette action? Ça doit durer 1 mois. On ne sait pas qu'est-ce qu'on leur fait pendant le temps de cette action. Qu'est-ce qu'on va faire à l'issue de cette action? Si on a encore, si on n'a plus. Donc ça, c'est le langage codé des nazis. Et c'est aussi toute la difficulté pour faire reconnaître le génocide. Et l'intentionnalité. Autant pour les Juifs, c'est clair, là, c'est l'éradication, l'extermination, les chambres à gaz. Mais là, quand ceux du convoi Z arrivent à Birkenau, ils sont tatoués. Ça veut dire qu'ils entrent dans le camp. Ils sont internés dans le camp et ils ne sont pas tués sur la rampe. On a souvent en tête l'image de Mengele qui fait sa sélection à droite, à gauche, etc. Chambre à gaz ou pas. Non, les Tziganes sont bloqués dans un mouroir. Et on arrive à août 1944. Donc, il n'y en a que 68 qui ont survécu, qui sont sortis du camp. Et le 2 août 1944, le camp des familles est liquidé. Ils sont exterminés. Bon, alors déjà, quelques semaines auparavant, ils ont sorti tous ceux qui étaient encore en capacité de travailler. C'est ça. L'étalon, c'était être apte au travail. Et tout le reste est gazé en une seule nuit. Et c'est pour ça que quand on parle de la mémoire des Tziganes, c'est la nuit du 2 août qui est le symbole de l'extermination, à la fois, j'ai envie de dire, pour le Reich, mais pour la France, et au sens très très général, c'est cette date qui est porteuse de tout ce qui a été décidé pendant le Troisième Reich et au-delà aussi. Donc ça, c'est le travail que j'ai fait sur le convoi Z. Donc il en restait 68. Je vais un petit peu au-delà ? Ouais.
Bon, voilà. Alors, ces 68-là, ben, qu'est-ce qu'ils deviennent? En fait, là, ils ont survécu. C'est le constat, on va dire, numérique au lendemain de la nuit du 2 août 1944. Bien. Alors, les femmes sont envoyées dans des commandos de travail. Alors, les Allemands aimaient beaucoup envoyer les femmes dans des commandos ou des entreprises où on fabriquait des armes. Et on utilisait des produits chimiques. Bon, vous pensez bien qu'elles n'avaient pas de gants ou de protection particulière. Mais il y avait vraiment des commandos particuliers pour les femmes tziganes. Donc c'est la ASAG. Bon, c'est une entreprise qui est passée aussi au travers des gouttes au moment de l'épuration. Et alors, essentiellement, les hommes, alors on les retrouve dans des commandos de travail, dans le camp de Dora. Est-ce que ça vous parle, le camp de Dora? Il est quand même très, très connu. En fait, le camp de Dora, c'est le camp qui allait sauver Hitler de la défaite. Parce qu'on sait très bien qu'après Stalingrad, le tournant de Stalingrad de février 1943, si je ne me trompe, la guerre est perdue pour les Allemands. Il y a de plus en plus de défaites, il y a des alliances qui sont en train de se renverser. Donc l'Allemagne ne va plus exterminer autant, va sélectionner davantage et va beaucoup plus utiliser cette main-d'œuvre qui arrive. Et le camp de Dora est largement utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle les armes de représailles, les V1 et les V2, donc ces fameuses bombes volantes. Et les tziganes, qui n'ont pas de qualification technique particulière, vont être utilisés au terrassement, aux travaux de force. Alors le terrassement, c'est important tout simplement parce que l'usine de V1 et V2 existait d'abord sur la Baltique, à Peenemünde. Alors il y a un personnage que vous connaissez tous, qui était à Peenemünde. Alors lui qui s'en est bien tiré au moment de l'épuration parce qu'il a été exfiltré, c'est Werner von Braun, le responsable du programme Apollo. C'était Peenemünde. Alors les Alliés avaient repéré qu'il se passait quelque chose à Peenemünde, parce qu'il y avait des bases de lancement, et puis il y avait une centrale électrique énorme. Si un jour vous avez l'occasion d'aller sur la Baltique en Allemagne, allez-y. D'abord la région est magnifique, et Peenemünde c'est un centre qui est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Au point même que, alors c'est un musée d'histoire et de technique, mais on sent quand même que les Allemands sont un petit peu fiers de la technique, de ce qui a été mis en place par Werner von Braun, qui était, c'est vrai, un ingénieur génial. On ne va pas lui retirer ça. C'était un excellent organisateur d'équipe. Donc il avait réussi, alors il avait identifié ce centre, ce lieu à Peenemünde, pour créer sa base de fabrication et de lancement vers Londres. Alors au début, je ne vais pas dire qu'il n'était pas pris au sérieux, mais bon, oui, on le laissait travailler sur des armes de guerre. Et les Alliés qui avaient repéré ça ont commencé à bombarder Peenemünde. Et les Alliés qui arrivaient avec des vols de repérage de plus en plus importants, repéraient les endroits où les Allemands fabriquaient des armes, fabriquaient des avions. Alors, qu'est-ce que les Allemands ont fait? Donc, qu'est-ce que Werner von Braun, j'aime bien celui-là, Werner von Braun a fait, c'est de dire, ils nous repèrent quand on est à la surface, on va enterrer toute notre industrie de guerre. Et c'est comme ça qu'en octobre 1944, ils ont créé le camp de Mittelbau-Dora, et il y a eu 9000 Français quand même à Mittelbau-Dora, et moi j'ai identifié 22 tziganes partis de Bruxelles, partis de Belgique, et utilisés pour les travaux de terrassement. Donc ça veut dire que quand ils arrivaient à Dora, ils creusaient, mais ils ne remontaient pas au jour. Et si un jour aussi vous avez l'occasion d'aller à Brunwald et à Dora, allez dans le tunnel à Dora.
c'est froid, c'est humide, c'est glacial, et eux, ils restaient des semaines, ils dormaient sur place, ils mangeaient à peine sur place. Donc l'essentiel des maladies, ben, c'était l'épuisement, mais c'était des maladies pulmonaires. Donc, milieu 1944, donc les Allemands vont enterrer leurs usines et ils vont utiliser beaucoup les tziganes pour les tâches les plus pénibles, les plus difficiles. Et c'est pour ça que quand on voit par moments des films sur les déportés qui arrivent, et puis il y a le vieux déporté qui lui dit « Toi, tu dis que tu es électricien, dis pas que tu es étudiant, toi, tu dis que tu es maçon » ou quelque chose comme ça. Et effectivement, et les tziganes, bon, il y a les dossiers, hein, et puis on voit bien qu'ils sont saisonniers, ils sont vanniers, etc. Il n'y a pas de qualification technique. Donc il y a vraiment un ciblage particulier dans les affectations, et il faut voir aussi que l'Allemagne, le Reich, quand on repère les grands camps de concentration et les tout petits camps, les commandos, c'est une véritable toile d'araignée. Peut-être avant de passer un petit peu au volet davantage sur les commémorations et autres de ces persécutions, je voudrais peut-être que tu nous dises, avant de donner la parole à Sacha, un petit mot sur Antoine Lagrenet, qui est donc un témoin voilà, dont tu m'as parlé, et qui est un témoin très très important, et que voilà, j'aimerais que tu évoques un peu son parcours. Alors, je vous dirai aussi quelques mots aussi après sur le prochain bouquin, la déportation des Tziganes de France, bon là qui est en train d'aboutir, mais je vais donner quelques petits mots sur Antoine. Alors, Antoine appartenait au convoi Z. Famille Lagrenet, je crois qu'il y en a 29 qui portent ce patronyme dans le convoi. Ils sont rentrés à 3. Donc il y a des familles qui ont été complètement décimées. Famille Modis aussi, qui arrivait de Norvège, là aussi complètement décimée. Alors j'ai retrouvé Antoine quand j'ai commencé à faire les recherches. Alors j'avais droit à je trouvais des archives. Mais les archives, c'est quand même l'expression du bourreau. Le bourreau ne va pas tout dire non plus. Donc je me dis, mais il faut vraiment que je trouve des témoins. Et j'ai eu la chance, donc on était en 2005, quand j'ai démarré, j'ai eu la chance de rencontrer Antoine. Il n'avait pas 13 ans quand il a été arrêté. Arrêté près de Douai, avec toute sa famille. Ils étaient une quinzaine. Il y avait sa tante, Joséphine, qui avait 2 ans de plus. Et Antoine, malgré son jeune âge, à peine 13 ans, c'était un petit curieux. C'était un petit futé qui regardait, qui cherchait à comprendre. Donc il était capable de me dire, quand j'étais arrêtée, j'étais à la prison de Los-les-Lilles, on nous a emmenés à la caserne d'Ossins, c'était des camions Citroën, etc., etc. Mais vraiment très très précis. Et là où il était... et là, mais vraiment, je lui rends toujours hommage. Je suis allée à Buchenwald avec lui. Il m'a expliqué le camp. Alors, il a perdu une grande partie de sa famille à Birkenau, dont son père. Mais il avait ce... Je ne vais pas parler d'analyse, mais il avait une espèce de regard photographique sur ce qu'il avait vécu. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Je lui dis, mais Antoine, mais vous étiez à côté du bloc médical de Mengele, où il y avait les stérilisations des fillettes à partir de 11 ans, quand on était tzigane, à partir de 11 ans. Puis je lui dis, est-ce que vous remarquiez des choses particulières? Oh, ça criait beaucoup. Mais rien d'autre. Il me dit, ah si, je les voyais passer avec des boîtes en verre, des aquariums, il y avait des morceaux dedans. C'est après-guerre, parce qu'il dit quand on est à Auschwitz, il ne fallait pas penser. Et c'est au retour de la guerre que j'ai compris que ce qu'il y avait dans les aquariums en verre, c'était des morceaux humains, c'était des cervelles. Donc cette mémoire photographique m'a permis de faire le lien avec les expériences de Mengele. Et comme ça, beaucoup de petits détails. Ce n'était pas une mémoire reconstituée. Et la mémoire d'Antoine, elle s'est, j'ai envie de dire, formée, constituée,
tout simplement parce qu'à Buchenwald, il était dans un bloc de résistants. Et il y avait un instituteur qui faisait la classe pour les enfants, les adolescents et même les adultes. Et faire la classe dans un bloc, dans un camp de concentration, c'est croire à l'avenir aussi. Et dans le bloc, moi j'ai eu des témoins qui étaient dans ce bloc, il n'y avait pas le préjugé à l'encontre des tziganes. Ils étaient déportés d'abord. Et quand Antoine avait signé le livre d'or du musée de la résistance de Bondu, il avait écrit « Merci de penser à nous les déportés ». Donc vraiment, il avait une mémoire de déporté, en tant que déporté, une mémoire photographique qui m'a livré, on va dire, un peu brute de décoffrage et sur laquelle j'ai pu m'appuyer. Et une mémoire très, très précise. À la différence de sa tante Joséphine, qui, elle, a fini à Bergen-Belsen, qui était même incapable d'avoir cette mémoire. Et là, moi, j'ai retrouvé des fiches médicales de déportés où les médecins disent il est amnésique. Il y a des cicatrices sur les jambes, il y a des trous partout, il est amnésique. Et alors, c'est une amnésie réelle, mais c'est également une amnésie voulue par les Allemands en déplaçant régulièrement les gens, en les privant de leurs repères spatio-temporels. Et ça, c'est voulu. Il ne fallait pas qu'ils s'organisent, il ne fallait pas qu'ils restent suffisamment longtemps à un certain endroit pour s'organiser. Parce que dans les camps de travail, il y avait aussi des travailleurs volontaires en Allemagne. Il y avait des travailleurs civils forcés parce qu'ils étaient étrangers, et après, il y avait les déportés. Donc, il fallait casser les solidarités dans toutes ces catégories. Donc, c'est pour ça que le témoignage d'Antoine, pour moi, il a vraiment été précieux. Puis, j'ai envie de dire, il m'a fait connaître un monde que je ne connaissais pas. Moi, je suis une gadget. Voilà. Et là, j'avais besoin qui me donnent des points de repère, puis qui me disent non, Monique, non, là, oui, Monique, là, oui. Bon, j'en avais vraiment besoin. Puis après, j'ai toujours confronté, quoi. Donc voilà. Donc là, je finis avec l'histoire de mon convoi Z, simplement sur donc 364. En fait, en tout, il en est resté 33. Donc moins de 10%. Par contre, là, moi, je suis en train de travailler sur les déportations à partir de la France. Et là, c'est différent. D'abord, on est presque dans les mêmes années, mais on n'est plus dans les mêmes objectifs. L'Allemagne, donc, se rend compte qu'elle a plus la supériorité d'un point de vue militaire. Elle perd de plus en plus d'hommes. Il faut faire travailler de plus en plus dans les commandos de travail, dans les usines souterraines. Donc, il faut prélever le plus possible dans les camps en France. Il faut déporter le plus possible à partir des camps. Alors, la difficulté, vraiment la difficulté pour moi, c'est que j'ai identifié 20 camps en France, camps d'internement, où il y a des nomades. Mais par moments, ils sont là en tant que récidivistes parce qu'ils se sont échappés d'un camp d'internement, ils ont été repris. Donc, ils sont récidivistes. Donc là, on peut dire on va les ranger dans la catégorie des droits communs. Ça, c'est Marie-Christine Hubert qui a travaillé dessus. Elle me dit, lui, il avait un patronyme espagnol. Il a pris dans une rafle, on arrêtait les Espagnols, très mal vu. Donc, il était considéré comme espagnol et non pas comme nomade. Donc, c'est ça aussi toute la difficulté pour dire il y a autant de nomades arrêtés en France, zone nord et zone sud, et déportés en Allemagne. Donc ça, c'est vraiment une difficulté, mais bon, en travaillant avec Gigi Bonin qui connaît les familles, on a les listes de tous ceux qui étaient dans ces 30 ou 40 camps d'internement, on sait à peu près. Mais il n'y a pas de politique vraiment avec une ossature. C'est ça toute la difficulté. On est vraiment obligé de travailler, je ne vais pas dire dans la dentelle, dans la nuance. Alors, le seul cas, c'est le camp de Poitiers. Là, on est en janvier 1943. Et là, les Allemands disent on a besoin d'hommes. Donc, ils en prélèvent un peu plus de 60 dans le camp d'internement de Poitiers.
et il les emmène à Compiègne. Alors, est-ce que le camp de Compiègne-Royal-Lieu, ça vous parle? Non. Eh bien, hélas, il n'est pas très connu, hélas. Alors, il est au nord de Paris, et à partir du camp de Compiègne-Royal-Lieu, que vous pouvez visiter, c'est un mémorial, sont partis à peu près 42 000 hommes, surtout des hommes, à direction des camps de concentration allemands qui ont été déportés. Donc, à peu près 42 000, ce qui est énorme. Et les nomades extraits du camp de Poitiers arrivent à Compiègne et sont déportés à Sachsenhausen. Sur là, il faut de la main-d'œuvre. Et là aussi, spécificité, beaucoup sont employés dans ce qu'on appelle le Schwarzkommando, le commando noir. C'est tout simplement parce qu'ils travaillaient sur les produits toxiques, pour les armes, etc. Alors on les trouvait aussi travaillant sur des batteries, etc. Donc il y a vraiment une spécificité, le terrassement et les produits toxiques. Alors j'ai identifié aussi d'autres camps, d'autres convois, à partir de Compiègne. Alors par moment, j'en repère 1, 2, 3, 4, un petit peu plus. Mais là aussi, on ne sait pas pourquoi vraiment ils ont été arrêtés, raflés, sur quels critères aussi. Parce que si on parle de génocide, si on arrête quelqu'un en tant que droit commun, c'est pas la même chose que si on l'arrête en tant que juif ou en tant que nomade. Quand je dis qu'on travaille vraiment dans la nuance, c'est là toute la difficulté aussi pour faire la lumière. Alors, il y a un cas particulier qui est intéressant, c'est le cas de Fort-Barreau, près de Grenoble. Alors, le Fort-Barreau, c'est une prison, grosso modo, pour des récidivistes. Là, j'ai repéré 11 nomades qui ont été envoyés. Donc là, on est en juin 1944. La France va bientôt être libérée. Donc les Allemands vident les prisons en France. Ils ont besoin de main-d'œuvre, de plus en plus. Parce qu'il n'y a plus de conquête militaire, donc il n'y a plus de nouveaux territoires à conquérir. Donc il faut se servir sur la bête. Donc ils sont souvent à la porte des prisons. Ils vident les prisons, direction les camps de concentration allemands d'Ora, essentiellement. Et là aussi, le raisonnement, c'est de se dire, oui, mais si les Alliés avancent, les Alliés vont ouvrir les portes des prisons et ceux-là vont se joindre à la résistance contre nous. Donc il y a aussi ce double objectif. Donc il y a le camp de Fort-Barreau qui est typique, où là, on peut vraiment repérer un groupe. Et après, sur les 20 convois que j'ai identifiés, il y a ceux qui sont partis de Toulouse, de Bordeaux, de Lyon. Alors, dans les derniers convois, il y a les trains fantômes aussi, où là, c'est catastrophique. Il y a les Alliés qui arrivent, qui bombardent. Donc, les trains déraillent, sont sabotés. Donc, les déportés restent par moments dans des wagons plombés, sans eau. Il y a un train qui a mis 2 mois à atteindre, je crois que c'est Dachau. Donc, il y a ce qu'on appelle les trains. Il y a un train de la mort et un train fantôme. Et donc là, les déportés sont là, mais les Alliés arrivent et ils sont pas libérés. Alors pourquoi sont des convois qui partent de Bordeaux, de Toulouse, de Lyon et de Grenoble? C'est tout simplement parce que Compiègne va être libérée. Toute la zone nord va être libérée parce que l'objectif des Alliés qui ont débarqué en Normandie, après, ils n'avaient pas forcément envie de libérer Paris. Ils ont quand même libéré Paris, et après, c'est de foncer directement sur Berlin. Donc, le sud de la France était libéré par des troupes alliées, mais l'objectif des Alliés, c'était de partir vers l'est, ce qui fait qu'il y a encore des convois qui sont partis du sud-ouest de la France, et ils prenaient vraiment dans un grand sauf-qui-peut ce qu'ils pouvaient. Alors, simplement, des statistiques que je fais sur ces fameux convois ultimes qui partent, c'est que le taux de survie, là, il peut être entre 35 et plutôt 55%. Alors que les nomades qui sont arrivés à Birkenau, là, c'est moins de 10% le taux de survie. Et ça veut dire que ceux qui sont partis de Compiègne et des autres régions, donc je vous dis, 35%, là, il est très très faible. Mais c'est plutôt, on va dire, autour de 50%, ce qui correspond à peu près au taux de survie du déporté lambda parti de France.
Donc là, ils rejoignent la grande catégorie des déportés. Merci Monique, et donc on a hâte de découvrir cet ouvrage qui sortira en janvier chez Tirésias, et où il y aura notamment une présentation normalement à la médiathèque Matteo Maximoff, et donc on vous tiendra au courant de la publication. On va peut-être passer, je vais reprendre aussi à la question des commémorations, des initiatives mémorielles, donc pour commémorer ces persécutions. Et donc tu as parlé de la date du 2 août 1944, donc c'est la date de donc la liquidation du camp des familles tziganes à Birkenau. Et c'est aussi la date, donc le 2 août, qui a été choisie par le Parlement européen en 2015 pour commémorer en Europe le génocide des Tziganes. Et vous voyez bien que 2015, on est quand même un petit peu, c'est un peu tardif. Et sur la question de française, sur l'internement, ce n'est qu'en 2016 que François Hollande reconnaîtra la responsabilité de la France dans l'internement des nomades. Et là encore, donc des initiatives mémorielles à souligner, mais très très tardives. Avant ça, il y a plusieurs endroits en France où, donc moi je pense, parce que j'ai connu Raymond Gurem dans l'Essonne, à côté de Paris, donc vous aviez le camp de Linas Montlhéry. Et en 2011, le collectif pour la mémoire et la commémoration du camp de Linas Montlhéry crée une stèle à la gare de Brétigny-sur-Orge, donc à l'initiative de Raymond Gurem, mais aussi de François Lacroix, de la DGVE, voilà, des associations locales. Et voilà, donc on a comme ça pas mal d'exemples d'initiatives mémorielles, souvent des fois associatives, personnelles parfois, qui sont le fruit de combats de quelques personnes, parce qu'on a beaucoup de non-lieux de mémoire malheureusement dont on va parler. Et là j'aimerais donner la parole à Sacha Zanko, qui donc lui-même est un militant aussi de la mémoire, et qui va vous parler du projet qu'il défend actuellement. Bon, bonjour à tous, Daven Bartalis à Stevesté. Voilà, je remercie Monique de son intervention parce que, bien évidemment, on n'est pas au courant de tout ce qui a été fait autour et contre les tziganes, on va dire comme ça. L'Allemagne a reconnu le génocide, hein, et par là même reconnaît avoir fait 500 000 victimes où un monument mémoriel a été érigé à Berlin. Mais comme disait si bien Monique, il n'y a pas que les morts qui sont morts en camps de concentration, d'extermination ou dans les camps d'internement. Il y a tous ceux qui étaient sur les routes, qui ont été fusillés après un certain passage pour liquider toute traçabilité, soit des juifs et soit des tziganes. Il y a des familles comme ça parce qu'ils étaient à pas savoir où aller. Hein. C'est un peu le phénomène de guerre et de l'exode et d'essayer d'échapper à la mort, tout simplement. Et bien, des fois, en voulant se cacher, et c'est là qu'on nous découvre, et parce que justement, il y avait beaucoup de dénonciations et des collabos, hein, comme on appelle. Et malheureusement, même en tant que Français, parce que nomades, la majeure partie de nos anciens n'ont pas survécu. Alors, je voudrais dire que dans les camps d'internement, malheureusement, la famille du côté de ma mère se sont retrouvés avec la famille de Nouka, hein, de ses parents, de sa famille. Ils ont vécu au camp de l'Almezan, une période aussi durant la guerre. Mais mes parents, eux, ils ont, du côté de mon père, grâce à la bienveillance des gendarmes, leur ont conseillé à mon grand-père, écoutez, si vous voulez pas être opéré, si vous voulez pas rentrer dans des camps, on va être obligé de vous interner. Le mieux à faire, c'est de quitter votre vie nomade et d'intégrer un habitat. Donc mon grand-père, ayant quelques moyens financiers, a pu se permettre d'acheter avec la famille un immeuble à Montauban. Et ils ont resté pendant une période jusqu'après-guerre. Ça leur a permis, bien sûr, d'être exempts de la mort. Le grand-père, il a travaillé au STO et il était obligé dans des usines de fabriquer des armes pour les Allemands pour tuer les Français. Et les autres, les Alliés, bien sûr. Alors, puisqu'on voudrait parler de commémoration, il m'est arrivé une aventure 80 ans plus tard, je ne les ai pas encore, mais 80 ans plus tard, quelqu'un qui est par rapport aux événements de la libération. Il a eu fait, parce qu'il faut
parler du préalable, il a eu fait, lui, la reconnaissance de la rafle de 43 en janvier pour ce qui est des Napolitains à Marseille. Et donc, c'était tout un quartier en arrière-plan de la mairie de Marseille, où des Napolitains en nombre mélangés à d'autres pauvres, essentiellement, c'est ce qui avait été ciblé, c'est la pauvreté et non la nationalité, puisque de fait, la majeure partie des gens qui étaient ciblés étaient napolitaines. Donc lui-même, napolitain et issu de la communauté tzigane, a fait ces années dernières passer la demande et la reconnaissance de la rafle de 43 par laquelle un génocide envers les Napolitains a été visé. Donc il a obtenu par la mairie de Marseille un endroit où pouvoir apposer une stèle en commémoration de ces événements-là. Et il nous a invités à célébrer, à inaugurer cette stèle. Donc c'est par le biais de l'ANGVC, donc comme a si bien dit notre ami Léni, c'est l'Association nationale des gens du voyage citoyen qui a été sollicitée pour aussi honorer cet événement et la commémoration. Cela faisant, je suis allé représenter l'association qui, au fur et à mesure des rencontres avec Michel Fissottelois, lui-même de la communauté, donc, a sympathisé, on s'est revus, on a fait une exposition photo, on est rentré en amitié, quoi. Et puis on s'est dit, c'est surtout lui, et il m'a proposé, mais pourquoi vous feriez pas, vous aussi, une demande pour faire la reconnaissance du génocide tzigane? Ben, je dis oui, c'est bien sûr, pourquoi pas. Et 80 ans après, quoi, quand même. Eh bien, même pas on avait songé à pouvoir le solliciter Marseille, mais ça s'est trouvé à Marseille, donc c'est dans le carré militaire, donc du cimetière Saint-Pierre qui couvre 60 hectares, c'est pas rien, mais c'est aussi emblématique, quoi, d'être sur le lieu du carré militaire, là où le monument de 39-45 est érigé, et c'est un grand monument qui dépasse le plafond. La demande a été faite d'une manière diplomatique en sollicitant le maire et lui proposant au prochain conseil municipal de mettre ça à l'ordre du jour, la demande qui était formulée de pouvoir avoir un monument mémoriel du génocide tzigane. Il n'a pas attendu d'avoir un conseil municipal, il a directement répondu spontanément et directement, ça veut dire très vite, illico, quoi, sur le fait. Il a reconnu lui-même qu'il implique cette implication du nazisme, quoi, et il trouvait désastreux qu'il n'y ait pas une reconnaissance, donc il a accepté de nous donner l'accord de diriger une stèle en lieu et place de ce carré militaire. Bien évidemment, du fait de l'avoir accepté, il nous a donné gracieusement l'emplacement qui quand même a une valeur de 12 000 €. C'est important parce qu'on est très peu à être suffisamment motivé et financé pour pouvoir l'assumer. En plus de ça, il a fallu prévoir du coup le monument qui lui-même va nous coûter la modique somme de 13 000 €. Et bon, on fait tout pour arriver à joindre les deux bouts, mais on va y arriver parce que les choses sont dues au hasard et aux rencontres. Et les rencontres ne sont pas un hasard. Et pour ce, on a des gens qui sont motivés à pouvoir financer la stèle en question. Et on fera part, bien évidemment, d'une manière nationale, voire même internationale, parce qu'on ne veut pas se cantonner à désigner un génocide s'il n'est pas international, compte tenu que la majeure partie des tziganes venaient de l'Europe. Monique peut le confirmer. Il y a une histoire que j'aimerais aussi rappeler pour avoir été en lieu et place de ce qui est le camp de Auschwitz-Birkenau. Bien évidemment, c'est un contexte non touristique pendant une période hivernale où la FNASAT était impliquée et les jeunes étudiants juifs de France
avec lesquels d'autres personnes d'associations se sont joints à ce périple. C'était 2010. Et on peut avoir des émotions fortes, mais ce sont des émotions qui ne s'estompent pas. Ouais, c'était 2011, on est 14 ans après. Et c'est toujours vivace dans le sens où on a vu, sans même le voir, la mort de près. Dans un lieu lugubre, hein, j'avais ma fille avec moi, et au seuil de l'entrée du camp, elle ne savait pas où mettre le pied. J'ai dit, écoute, de toute façon, où que tu ailles, quoi que tu fasses, on va marcher dessus. Hein. Je veux dire par là, les cendres sont et elles resteront de toute façon présentes. Le seul mot d'ordre qui est à l'entrée, c'est de ne pas fumer, de ne pas mélanger la cendre de la cigarette avec la cendre des morts. Hein. On a été accompagné par un juif qui a été interné dès l'âge de 14 ans. Il a vécu tous les camps de Pologne. Et donc il expliquait qu'à 14 ans, il était le cadet des enfants, des frères. Leur père leur a donné la consigne de préserver leurs frères, hein, parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient être confrontés à la mort. Et à un moment donné, ils étaient tous regroupés et ils étaient donc présents au devant d'un officier, lequel officier était amené à désigner telle personne en répression d'une opération, comment on dit ça, de sabotage, voilà. Et donc le nombre auquel l'officier devait réunir, il s'avère qu'il avait désigné Benjamin Oresten, pour citer son nom qui n'est plus de ce monde, qu'il repose en paix. Il le désigne et puis lui, il a été pétrifié, surpris, quoi. Il savait très bien qu'est-ce qui l'attendait au travers de cette désignation. Puis il n'a pas bougé, il est resté sur place. Et là, l'officier, là, vous savez, quand vous dites quelque chose, vous attendez que le mouvement se fasse spontanément. Puis le mouvement ne s'étant pas fait, il retourne et puis il retourne vers Benjamin. Puis là, il désigne quelqu'un qui est juste à côté de lui. Mais toi, en fait, il voulait redésigner Benjamin, mais c'était... il ne se souvenait pas de l'avoir choisi lui, précisément, parce que ce n'était pas un choix déterminé par rapport à la personne, mais un nombre qui devait remplir le quota de ceux qui devaient être exécutés. Et il l'a dit, quoi, il a attendu 40 ans avant d'exprimer tout ça. Et ensuite, il a accompagné une multitude de personnes, de France et d'ailleurs. Voilà. Il était à Lyon. Il était de Lyon. Et polonais. Voilà. Alors, ce qu'il a dit de fort, ce que j'en ai retenu, c'est que pour lui, au sein de ces camps-là, la mort était tellement présente qu'il a dit qu'on aurait pu jeter un couteau dans l'espace, il aurait resté suspendu. Ouais. Alors il y a une multitude de choses comme ça qui ont été durant le cheminement. Alors le fait est que c'était en mars, il faisait froid, il y avait du vent, il y a des forêts tout autour, quoi, c'est triste. Alors les baraques qui ont servi aux tziganes n'étaient plus, hein, il reste que des ruines. Et il y a quand même une stèle qui est implantée à Auschwitz. Voilà. Alors on s'est recueillis, bien sûr. Il y a des gens qui étaient avec nous qui ont cité des poèmes et des choses fortes. Ouais. C'est un moment triste, mais je crois que dans la vie, il faut pouvoir ouvrir
les yeux sur la réalité, quoi. Ne pas se cacher derrière son petit doigt. Personne n'a le droit de se cacher derrière son petit doigt par rapport à ça. Parce que comme on s'y dit si bien, et tant de gens l'ont dit, n'oublions pas, quoi. Ne faisons pas de dire non, ça ne reviendra pas. C'est déjà en course, c'est sur le chemin. Voilà, c'est pas très trié tout ça, mais voilà. Néanmoins, voilà, il y a la vie, il y a ceux qui sont autour de tout ça et qui se sentent concernés par, quelles que soient les ethnies, les communautés qui sont persécutées. On ne doit pas se rendre au fatalisme, non, on doit aussi être résistant. Mon père, il avait été sélectionné, une bonne sélection. Il voulait faire un CV, mais il a préféré prendre le maquis. Donc il s'est jamais servi de son fusil, mais bon, durant la fin de la guerre, il a quand même été dans le maquis. Chez nous, de mon côté, du côté de mon père, on n'a pas vu de perte due à l'internement. Néanmoins, bien sûr, il y a eu la privation. Il y avait aussi, comme on parlait tantôt avec nos amis, là, Monique en l'occurrence, il y avait des camps où on pouvait circuler, sortir du lieu pour aller trouver de la pitance, parce que ça soulageait l'organisation du camp, ça les dispensait d'amener des denrées comestibles, on va dire, entre guillemets. Bien évidemment, les petits hérissons, malheureusement, ils sont passés à la casserole. Mais je ne crois pas que ce soit que les tziganes qui en ont mangé. Hein, tout le monde faisait feu de tout bois. J'ai vu à la Libération, pas parce que j'y étais, parce que je l'ai visualisé à la télé, il y avait à Paris, et comme dans d'autres grandes villes, des jardins où les Français cultivaient des légumes, hein, pour pouvoir vivre, voire survivre. Je veux dire que quand même, malgré la carence, parce que les interdictions de déplacement faisaient que les gens exploitaient le lieu. Hein, ils étaient contraints et forcés de faire pousser des carottes, quoi. Voilà. On a des misères à dire. Hein. On pourrait parler des heures que la misère est riche. Ah oui. Voilà, c'est tout. Merci Sacha. Et donc voilà un exemple d'initiative mémorielle et du combat mémoriel qu'il faut mener pour pouvoir se prémunir aussi à l'avenir et faire vivre cette mémoire. Et donc là, je vais revenir aussi vers Monique Edbeau parce que donc on pourrait parler de projets de stèle peut-être à Poix du Nord auquel tu as pu participer dans le Nord, et aussi également au grand projet de mémorial de Montreuil-Bellay. Donc Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, qui était le plus grand camp d'internement pour nomades pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a un projet de mémorial, et Monique, donc tu fais partie du conseil scientifique, du comité qui est mené par Virginie Dodin. Et voilà, j'aimerais bien que tu puisses l'évoquer, en dire quelques mots. Alors justement par rapport à la mémoire, ce qui est intéressant actuellement, c'est que cette mémoire est portée par les intéressés eux-mêmes. Parce qu'à la caserne d'Aussin, dont je parle beaucoup, c'est le Drancy belge en fait, hein, la caserne d'Aussin. Il y avait donc cette fameuse caserne récupérée en attente de la déportation. Cette grande caserne qui était plus ou moins laissée à l'abandon, après, s'est transformée en musée juif. Et puis, c'est Nathan Ramé, vraiment un des porteurs du projet, pour restaurer les lieux, transformer en musée, qui a porté la mémoire juive et qui dit « Oui, mais il y a quand même eu des Sinti, des Roms qui ont été déportés à partir de Dossin. » Donc, à la caserne d'Aussin, il y a une plaque commémorative. Alors, je ne sais plus en quelle année elle a été posée. Elle est assez récente, mais pas du tout à l'initiative des voyageurs. Bien. Mais Nathan Ramé voulait quand même qu'il y ait ce rappel. Dans les autres régions de Belgique, nada, rien. Bien. Nord-Pas-de-Calais, rien. Et c'est parce que j'ai rencontré Antoine Lagrenet
et qu'il y a eu l'adhésion du maire de la commune, c'est ça, qui a dit oui, on va graver leur nom sur le monument aux morts de la commune pour qu'il y ait une inscription dans l'histoire nationale. Et non pas une plaque là où ils ont été arrêtés dans un coin qui est complètement laissé à l'abandon, en déshérence, où personne ne passe. Parce que ça, moi, c'est ce que je ressentis, c'est qu'il faut que ce soit une inscription dans une histoire nationale. On a affaire à des gens qui avaient un ancrage territorial, mais qui ont une nationalité française, qui sont citoyens. Il y a peut-être l'histoire qui vient du nord-ouest de l'Inde, mais il y a une citoyenneté française. Et ça, ne jamais l'oublier. On a affaire à des Français, des citoyens. Donc, près de Douai, il y a maintenant une inscription sur le monument aux morts. Poix-du-Nord, dans l'Avesnois, là aussi. Alors, il y a un travail de mémoire qui a été fait à l'initiative du maire, Jean-Pierre Mazingue, des historiens locaux et des familles. Donc, il y a une très belle stèle commémorative en pierre bleue. Alors, je vais vous donner une anecdote aussi. J'aime bien les anecdotes. C'est un défaut d'un site, ça. Ça permet de fixer les événements. Quand j'ai travaillé sur le convoi Z, j'ai rencontré Julien Lespilette qui faisait l'histoire de sa famille, la généalogie. Puis la maman qui me dit « Oh, bon, il est passionné par ça, effectivement. » Bon. En fait, c'était une famille qui venait plus ou moins des Ardennes, qui avait pris la route pour vendre sa production de poterie, etc. Et ils s'étaient retrouvés sur les routes avec les familles Jung, Köckler, etc. Et à cause de ça, ils avaient été arrêtés dans l'Avesnois et envoyés à Birkenau. Donc, j'avais rencontré Julien, qui était donc un descendant de ces familles, donc passionné, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Alors, savez-vous qui a écrit le discours de la sous-préfète pour l'inauguration du monument à Poix-du-Nord? C'est Julien. Quand j'ai vu ça, entendu ça, je me dis, c'est un très beau retour des choses. Et alors, c'est parce que cette mémoire, cette demande de mémoire, j'aime pas le devoir de mémoire. On est droit sur la couture du pantalon quand on est au devoir. Non, il faut que les gens s'en emparent. Et ce travail, cette exigence de mémoire a été portée par une communauté, mais très large. À la fois communauté municipale, les historiens. Pourtant, à Poix-du-Nord, on ne peut pas dire que leur vote soit révolutionnaire. Bien. Donc voilà pour le Nord. À Roubaix, là où il y a la plus grande rafle de France en France, donc c'est 65 personnes arrêtées en une nuit avec l'aide du commissaire de police, il va y avoir une plaque. Alors normalement, là aussi, là c'est une exigence. Sur un monument roubaisien qui les inscrit dans l'histoire de la ville de Roubaix et une histoire nationale. Et non pas parce que là où ils ont été arrêtés, c'était des quartiers d'abord qui ont été complètement rasés, qui n'existent plus. C'était le quart-monde, on va dire. Hein. C'était des taudis. Ils s'étaient réfugiés là où ils pouvaient. Mais donc là, il y a quand même, j'ai envie de dire, une montée en puissance, mais une appropriation. Et c'est ça qui est intéressant, appropriation par les familles. Ensuite, alors, il y a des lieux emblématiques en France. Alors, c'est vrai qu'il y a Rivesaltes, il y a le Camp des Milles. Bon, là, il y a Barvalo, on en a beaucoup parlé à Marseille. Donc, il y a des lieux en France qui deviennent porteurs d'une mémoire, je ne vais pas dire mixte, mais à la fois, c'est parce que c'était des camps mixtes, c'était juifs, nomades. Mais en France, on a Montreuil-Bellay, qui est le camp spécifique nomade. Parce que la France, enfin les Allemands, les Français, avaient décidé de regrouper tous les petits camps et de rassembler tout le monde à Montreuil-Bellay, qui était le camp interrégional. Et alors, il faut rendre aussi hommage à la mémoire de Jacques Sigaud. Encore un instituteur, encore un, voilà,
qui lui, quand il voyait passer les voitures, les roulottes, il photographiait. Il s'était passionné pour cette question, pour cette mémoire, et il n'a eu de cesse que de mettre en lumière cette mémoire, et aussi que le lieu où il y avait le camp de Montreuil-Bellay soit classé monument historique. Parce que si vous allez à Salier, je crois qu'il n'y a plus rien à Salier. Le nombre de camps, si on va à Saint-Maurice-au-Rhizome, Jargeau, C'est dans un collège. voilà. Donc vous allez sur les grands camps de nomades en France, il n'y a plus rien. Et donc, parfois c'est occupé ou réoccupé, et par moments ça disparaît complètement. À Montreuil-Bellay, il y avait encore des traces. Et Jacques Sigaud, là vraiment en chercheur indépendant, il a fait renaître cette mémoire, et il a fait en sorte qu'il y ait un lieu. Alors là, il y a un très beau projet. Alors, il y a eu un tout petit peu de retard, mais il y a toujours des retards dans les projets. Et donc, il va y avoir le mémorial de Montreuil-Bellay. Alors, c'est à la fois un parcours mémoriel extérieur, et il va y avoir une structure en dur, avec différents panneaux qui expliquent ce que je vous ai expliqué avant, ce qui s'est passé à l'Est pendant le Troisième Reich, en France, le convoi Z, la zone annexée au Reich, des objets aussi. Et donc Virginie Dodin a créé un conseil scientifique où il y a Marie-Christine Hubert, il y a Jérôme Weinhardt, dont des noms qu'on connaît bien, Adèle Sutre, qui elle est plutôt géographe. Voilà. Il y a Laurence Schramm de la caserne d'Aussin, moi-même, donc, et d'autres encore. Donc on a essayé de mixer les approches pour avoir plus les associations de voyageurs. Bon, parfois le débat, il est un peu vif. Voilà, mais il y a un débat, il y a un discours, il y a des échanges, et on espère que le projet verra lieu, sera inauguré en 2026. Donc, François Hollande était venu inaugurer, donc il y avait une reconnaissance. Mais là, maintenant, il y a un lieu qui va porter cette mémoire, et ça, c'est super, parce que vraiment, Montreuil-Bellay, c'est le grand camp, et où il y a eu de l'assignation à résidence à côté. C'est le film de Dotnie Gatliff aussi, avec Liberté, qui a pris ça comme support. Il y a eu de l'internement, il y a eu beaucoup de libération de ce camp aussi. Et puis, il y a une partie de ceux de Montreuil-Bellay que moi j'ai étudié, des Belges, qui ont fait des pieds et des mains pour revenir en Belgique. Et quand ils sont revenus en Belgique, ils ont été raflés. Donc, il y a vraiment une diversité de situations à Montreuil-Bellay qui est vraiment intéressante à mettre en lumière. Et là, c'est le lieu qu'on n'avait pas. Parce que les autres peuvent être des camps mixtes, mais là, c'est le camp des nomades par excellence. Merci Monique, merci Saja. Peut-être qu'on peut vous donner la parole désormais si vous avez des questions à nous poser. Concernant la liquidation du camp des familles, j'ai lu, je ne sais plus dans quel ouvrage, qu'ils ne se sont pas laissés faire, ils ont voulu garder jusqu'au bout leur dignité, ils se sont révoltés. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Merci. Alors, donc, le camp des familles va démarrer vers février 1943. Donc, les premiers qui arrivent dans un camp qui est encore en construction. Auschwitz-Birkenau. Il y avait vraiment ce qu'on appelait le camp des familles. C'est là où il y a ce fameux décret qui dit on les prend pour une action d'un mois, sans dire ce qu'on va en faire à l'issue de l'action. Voilà. Donc, ils arrivent là. Au fur et à mesure des sélections, ils sont envoyés dans des camps quand ils sont jugés aptes au travail. Mais on arrive à l'année 1944, au printemps 1944. Et ça, les dates sont très importantes. Alors, donc, Himmler a estimé que, il y a eu les fusillades massives à l'Est. Voilà, c'est réglé. À l'Ouest, la question juive est en passe d'être réglée. Maintenant, il y a les Juifs hongrois qui vont arriver, mais massivement par convoi entier. Donc, il faut faire de la place.
Donc à partir d'avril 1944, il y a la décision de liquider le camp de Tsigane, bon, après avoir extrait de là ceux qui étaient aptes au travail. Sauf que dans le camp des familles, il y avait beaucoup de Tziganes allemands qui avaient fait leur service militaire en Allemagne, qui parfois même étaient soldats de la Wehrmacht et qui parfois avaient même été arrêtés alors qu'ils étaient en permission dans leur famille. Faut voir aussi cet aspect-là. Donc, quand ils ont fait cette première tentative, alors il y a une tentative en avril, il y en a une en mai, exact. Et là, alors, est-ce que les Allemands, c'était la SS qui gérait les camps, est-ce que la SS avait mal préparé? Est-ce qu'ils avaient sous-estimé la force de résistance? On ne sait pas, mais en tout cas, et peut-être qu'il y a eu des fuites. Ouais, voilà. Donc, ils étaient servis de tout ce qu'ils pouvaient, ils ont résisté et ils se sont... Oui, on allait chercher pour les gazer. Donc, ça n'a pas marché parce que pour qu'une action, j'aime bien ce mot-là, marche bien, il faut qu'elle soit préparée, qu'il n'y ait pas de vagues, que le gazage soit parfait, soit réussi. Là, ça n'a pas marché. Donc, ils ont laissé tomber. Ils ont continué d'extraire, là, donc je vous dis avril-mai, ils ont continué de sélectionner des convois de Tziganes, de femmes et d'hommes vers des usines de produits chimiques, vers le camp de Dora, vers les souterrains. Ils ont continué de faire arriver des convois entiers de Hongrois. Ah tiens, une petite précision. L'image emblématique que vous avez tous d'Auschwitz, ce portail en briques, ils entrent tous avec les rails qui entrent dans le camp directement vers les centres de gazage. C'est un portail qui date d'avril-mai. Et ceux qui sont arrivés par le convoi Z en janvier sont descendus plus loin à pied et ont intégré Birkenau à pied. Et moi, la première interview d'Antoine, il me dit ben oui, moi je suis arrivé à pied à Auschwitz. Je dis bon, j'ai vérifié. Ah oui, ils sont arrivés à pied. En fait, cette image emblématique d'Auschwitz, c'est ce portail qui a été créé pour rationaliser le gazage et l'extermination, avec des rails qui arrivaient directement vers le gazage, vers une rampe où on sélectionnait ceux qui étaient aptes au travail et ceux qui étaient inaptes. Voilà. Donc là, on est en mai-juin 1944, ils continuent de faire les sélections. Les Tziganes, je ne vais pas dire qu'ils se sentent à l'abri, mais bon. Et là, la décision est prise en août. C'est là où, quand je disais que au sommet de l'État, au sommet du Reich, c'était plus un Reich, voilà, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Donc Himmler disait on règle le problème après la guerre, Arthur Nebe disait non, Martin Bormann, non, on règle tout maintenant. Ils avaient même nommé des spécialistes, enfin, etc. Et puis c'est là, en août, là, ils prennent la décision, on arrête de tergiverser, on liquide. Voilà. Là, on ne se pose plus la question des 10% qui sont purs et des 90% qui ont bâtardisé la race aryenne. Donc voilà. Et là... de tout. Alors là, on a énormément de témoignages. Parce que cette liquidation du 2 août 1944, c'est la nuit du 2 au 3, en fait, elle a laissé vraiment des souvenirs chez tous les déportés qui ont énormément écrit, parce qu'ils étaient en famille. Donc il y avait les gamins, oui, qui jouaient. Des gamins, ça joue. Ou des gamins qui circulaient, qui se pourchassaient, etc. Et les déportés qui étaient dans les blocs à côté, le 3 août, se sont réveillés. Il n'y avait plus un bruit. Et moi, j'avais interviewé une dame juive qui me dit « Oh là là, quand moi je suis arrivée, donc sur cette rampe de sélection, j'ai vu ma mère partir et que je voyais les gamins qui étaient là avec leur père, avec leur mère. Elle dit « Mais je les enviais. » Et puis elle me dit, le 3 août, il n'y avait plus un bruit. Il n'y avait plus la vie. Il n'y avait plus les enfants.
Et là, il y a énormément de témoignages et qui montrent aussi que là, la SS a très bien préparé son coup. Ils ont vraiment cerné tous les blocs, sans rien dire. Alors, ça, c'est un témoignage que j'ai trouvé aussi, c'est qu'ils avaient même organisé, parce qu'il y avait une sélection qui était faite pour partir dans les commandos de travail, et puis il y en a qui étaient là en attente, et puis c'était presque une petite fête, là vous allez partir, vous quittez Birkenau, mais tout là a été rationalisé. Et c'est pour ça que on parle d'avril ou de mai, il y a peut-être eu une tentative avortée en mai, mais ce 2 août, il a glacé les mémoires. Et c'est pour ça qu'il est le symbole de l'extermination, du gazage, de la liquidation, mais le 2 août porte aussi la mémoire de ce qui s'est passé dans les camps d'internement en France. Et là, c'est global, mais au moins, j'ai envie de dire, il y a une date. Parce que quand on voit, par exemple, pour la guerre d'Algérie, je crois qu'il n'y a pas 3 dates. Pour un certain nombre, il y a le 8 mai 45, il y a le 27 avril pour la journée de la déportation, il y a le 27 janvier pour la libération d'Auschwitz. On a une pléthore de dates mémorielles, alors que, là j'ai envie de dire c'est chouette, pour la déportation, le génocide des Tziganes, il y a une date et au moins tout le monde peut s'y retrouver. Donc vous avez évoqué donc le 16 mai 44, donc c'est devenu aussi une date aussi importante, c'est le jour de la résistance Romanie, et il y a donc une association qui s'appelle la Voix des Roms qui est à Saint-Denis, qui organise tous les ans depuis 2010 la fête de l'insurrection gitane, et donc qui commémore cette insurrection dont on a parlé, dont Monique vous a parlé. Donc c'est aussi, donc on a le 2 août, mais le 16 mai c'est aussi une date importante, et dans les milieux aussi militants roms, la résistance Romanie est aussi commémorée ce jour-là. À Auschwitz, ça c'est un article très récent dont j'ai eu connaissance il n'y a pas très longtemps, grâce à Laurence Schramm, justement pour dire il y a eu aussi une tentative en avril, il y en a une en mai. Alors les historiens dont Michael Zimmermann parlait de 2900 victimes, en fait, on est maintenant plutôt à 4300. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, lui disait il en reste à peu près 4000. Effectivement, c'était plus lui qui avait raison, parce que les historiens... Alors, à Auschwitz, il y a toute une équipe qui gère le musée, mais il y a aussi une équipe d'historiens qui continue d'investiguer les archives et qui fait avancer les archives. C'est pour ça qu'un livre donne un état donné, une date donnée. Moi, dans le premier livre, Le Convoi Z, j'ai dû parler de 2900 et des poussières. Et là, dans le prochain livre, je vais parler de 4300 au vu des dernières recherches par les historiens d'Auschwitz. Donc, c'est une recherche qui est en perpétuel mouvement et ça montre la vigueur et c'est sain. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais est-ce que vous pouvez expliquer l'histoire de l'hymne national rome ? Djelem, Djelem. Ah non, alors ça je peux pas. Voilà, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Alors, la chanson Gelem Gelem, c'est une chanson qui existait avant l'hymne. Elle avait son existence dans la culture rome, et elle a été choisie lors du congrès international où le père de Nouka était présent, où Yul Brunner était présent. C'était au moment du 8 avril 71 à Londres. Le groupe qui était là, c'était des leaders, des pionniers, des militants qui voulaient faire valoir le peuple tzigane dans son ensemble, d'où la reconnaissance du peuple, du drapeau avec les couleurs vertes, et bleues et rouges pour le chakra d'Asoka. C'est pas une roue, je croirais que c'est une roue de charrette, non. C'est le symbole de... Asoka était le premier empereur qui a unifié l'Inde, montré cette force d'union. Et donc il y a eu la reconnaissance du peuple, le drapeau, et l'hymne Gelem Gelem,
Guélem, c'est, si on doit le traduire, Guélem, c'est je suis allé, en somme. Et puis la traduction de Guélem du film qu'il a utilisé, j'ai même rencontré les Tziganes heureux, si des fois vous cherchez dans les archives cinématographiques. Le texte est douloureux. Il se reporte justement au génocide tzigane. Il est dit à un moment donné que moi aussi j'avais une grande famille et la Légia et Légia Kali, la Légion Noire, elle a emporté sa chérie et le foulard qu'elle avait lui a servi de linceul pour montrer la mort, quoi. C'est une chanson forte, hein, comme l'est la Marseillaise, même si elle est dure. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Pour avoir eu des couleurs, le rouge pour le chakra, c'est Juan Ramirez de Dios, premier tzigane, fût-il être gitan, il est tzigane quand même, on est tous des tziganes, on est tous des enfants devant l'Éternel. Et donc, il a choisi le rouge, c'est ce côté flamenco, presque origine espagnole, le sang, la violence. Là, la vie aussi, bien sûr, c'est à travers le sang qu'on vit. Voilà ce que je peux dire de ça. Et du coup, le drapeau reconnu par l'ONU et par l'UNESCO siège en lieu et place de ces endroits mythiques. Voilà. Ah. Alors, Samudaripen, dans Samudaripen, si on déstructurise le mot, Mudaripé, c'est tuer. Hein? Samudaripen, c'est tout ce qui a été tué en somme. Hein? En tout cas. Donc, c'est ça. Pour dire. Pour Aïmos aussi, oui. Pour Aïmos, qui veut dire pour ce qui est du passé, quoi. On peut dire ça. Voilà. Il y a ces deux mots symboliques qui veulent dire génocide, en somme. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Le composite de ce mot-là, c'est... ouais. Alors, c'est ça, c'est ça. Pour unifier dans l'esprit des gens, même de la communauté. Tous. C'est ça. Voilà. Le plus grand nombre, quoi. Alors, oui, c'est ça. Ouais. Ce que voudrait dire que si on prenait la proportion des tziganes et la proportion des juifs qui ont été tués, si les juifs, il y a eu 6 millions de morts, si on peut grossir les chiffres pour les arrondir à 1 million, proportionnellement, il y a eu plus de morts en pourcentage du côté des Roms que par rapport aux Juifs. Voilà. Je crois, parce que je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu quelque part qu'en Pologne, la population tzigane a été complètement, quand on dit décimée, c'est-à-dire qu'il ne restait plus que 10%. Voilà. En Autriche, c'est 90% aussi. Oui, il y en a 90% qui ont été exterminés. Et le phénomène contraire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on pourrait comptabiliser les tziganes de Roumanie qui sont à 3 millions, mais il n'est jamais reconnu qu'ils sont 3 millions, c'est minimiser les chiffres dans l'autre sens. On peut les augmenter quand on fait, je ne sais pas, un massacre, mais là, en l'occurrence, pour ce qui est de la présence, il y a toujours cette peur, cette appréhension du nombre. Voilà. Petite parenthèse, souvent les gens, les gadgets, donc les non-tziganes, ils voient les Roms, par exemple, les Roms qui viennent de Roumanie, par exemple. Et ils disent, mais ils sont pauvres, et pourquoi qu'ils font autant d'enfants? Quand on est pauvre, on ne fait pas des enfants. Il n'y a que quand on est riche qu'on a le droit d'avoir des familles nombreuses, en fait. Mais parce que, voilà, enfin, l'explication que j'ai, c'est qu'ils n'ont aucune richesse, aucun bien, rien ne leur appartient, que les enfants. Et les enfants, c'est la vie, c'est l'avenir. Et voilà. Donc c'est leur seul moyen de pressentir
garantir l'avenir, c'est l'avenir de le donner à leurs enfants. Et ils ont eu tellement de millions de morts dans leur ascendance qu'ils reportent la vie sur leur descendance maintenant. Voilà. C'est comme à une époque où il n'y a pas si longtemps que ça, même dans les pays européens, en France et tout, quand les femmes accouchaient, il y avait qu'un enfant sur... il y avait 2 enfants sur 3 qui restaient en vie, et puis il y avait beaucoup de décès, et les femmes étaient exhortées à faire des enfants parce qu'on ne savait pas combien allaient rester en vie. Un jour, des gens sont venus vers mon grand-père et lui ont demandé, Monsieur Zanco, comment vous allez faire quand vous serez plus vieux et que vous aurez plus de travail? Et j'ai mes enfants. Donc, mes enfants sont là pour me soutenir. La solidarité, elle vient aussi par le fait d'avoir des enfants. Si on n'a pas d'enfants, on n'a aucune ressource, quoi. C'était à l'époque, quand je parle de ça, d'une 50aine d'années en arrière. Deux petites choses. Quand les communautés de voyageurs emploient quel terme pour parler du génocide? Est-ce qu'ils emploient le terme Samudaripen? Il y a un autre terme aussi par Hancock, qui est un universitaire, je ne sais plus, c'est Yann Hancock, voilà. Ouais. Donc quel est le terme utilisé par les voyageurs eux-mêmes? Et ensuite, deuxième chose, le chiffre de 500 000 a été avancé, mais moi, de tout, à force de creuser, de lire, on est tous en train de se dire, c'est impossible actuellement de dire combien il y en a. Donc il faut vraiment laisser travailler les historiens, pays par pays, zone par zone. Et ce qui manque aussi, c'est un travail sérieux sur l'assignation à résidence, sur les camps d'internement. Il faut qu'il y ait des monographies d'étudiants pour qu'on puisse réellement faire le point. C'est Nouka qui a amené les appellations. Samudaripen, c'est toute la tuerie, quoi. C'est cette appellation-là. Et d'autres Roms, pour Yann Hancock, qui est au Texas, lui et tant d'autres, hein, pour avoir s'être investi dans ce qui est le militantisme et la reconnaissance de ce génocide, Puraimos. Donc, dans Puraimos, il y a la notion de vieux. Donc, c'est comme ça, c'est une appellation approximative de ce qui est l'appellation du génocide, mais qui est compris. Vous savez, suffit d'appeler blanc une couleur noire. Si tout le monde l'adopte, c'est adopté, quoi. Hein. C'est comme le président, vous votez pour lui, et vous l'avez voté pour lui, même s'il n'a que 38%. Même s'il n'a que 38% de votants. Merci pour vos interventions, vos questions. Merci à Monique et Edbo et à Sacha Zanco. On va rester un petit peu ensemble parce que, si vous le souhaitez, il y a le vernissage de l'exposition Matteo Maximoff avec un petit pot là qui va être servi. On est là du coup jusqu'à 18h, donc on va pouvoir avec Nouka aussi répondre à vos questions autour de cette exposition. Un grand merci à la milice pour l'accueil et l'organisation. Un grand merci à l'Artag et à la Maison des Passages pour l'organisation de ce fantastique festival qui n'est pas terminé du tout. Voilà, il y a encore plein de beaux rendez-vous. Il y a notamment une table ronde sur les luttes actuelles contre les discriminations. Donc c'est vendredi prochain à la Maison des Passages à 19h30. Le lendemain, il y aura un concert de Sébastien Félix. Voilà, il y a encore plein de belles choses. Le Kamishibai du Cazenave. Je vous invite à voir le petit programme là. Et voilà. Donc un grand merci à toutes et à tous et encore un grand merci à nos deux intervenants de cet après-midi. Merci surtout à vous qui êtes là présents. Et j'espère que tout ce qu'on a pu dire vous a un peu sensibilisé, tant soit peu, et surtout à mieux comprendre le phénomène qu'est-ce qu'est le génocide tzigane.
Jelen jelen lungun nedreme